Salut à tous, Guillaume, Lunatic Asylum. Aujourd'hui, dans une nouvelle configuration du studio, comme vous pouvez voir derrière moi, je fais la poussière aussi. Avec, j'ai découpé mon rack Ultimate qui faisait la taille des claviers classiques, la taille des synthés. J'avais ce truc depuis les années 90. Et j'avais plus de clavier dessus, donc ça servait pas à grand chose. J'avais mis des plaques de verre pour pouvoir poser le matos. Et là, je me suis débarrassé de deux trois trucs que j'ai filé à un pote. Donc je me suis retrouvé avec uniquement ce que j'ai là, à savoir un petit clavier maître pour gérer comment ça s'appelle, les merdes. J'ai un trou de mémoire, ça c'est Alzheimer qui commence. J'ai lu un article sur Alzheimer ce matin, là c'est comme ça que ça commence, on trouve plus ces mots. Donc clavier maître qui me sert aux articulations. Voilà, bravo. Ensuite, le petit contrôleur moteur mix là que dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. La MPD24. En haut, j'ai mon contrôleur Denon pour Tractor que j'ai utilisé pendant les 2 années où j'ai mixé. Et mes iPads. Et puis, donc là, ce nouveau rack là qui est derrière moi. Enfin, ce nouveau rack que j'ai depuis quand même une bonne quinzaine d'années. C'est un rack que j'ai fait fabriquer quand j'habitais en Hollande par un mec qui travaillait à Den Haag dans un magasin de vente de matos, chez qui j'avais acheté énormément de matériel. Et donc je me suis dit, tiens, ce gros rack là, enfin ce gros stand de clavier qui prenait énormément de place dans le studio entre guillemets, et avec énormément de place vide qui servait à rien, je me suis dit, tiens, je vais l'amputer. Voilà, donc j'ai fait de ce truc-là, j'ai fait une petite version de 50 centimètres sur laquelle j'ai pu mettre donc le clavier et puis tout le bordel. Et j'ai donc récupéré 50 ou 60 centimètres à gauche, qui m'a permis de remonter mon vieux rack de matos que j'avais dans le studio en Hollande, que j'ai eu à Paris quand je suis rentré, tout ça. Donc grosso merdo, je ferai une description tout à l'heure du matos que j'ai dedans, dans le rack. Ça va être vite fait. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur Drumazone dont j'ai parlé dans l'épisode 1 de ma description de plugin. En fait, j'ai dit une connerie sur Drumazone. Je vais l'ouvrir là tout de suite. Gmail. Oui, bien sûr. Donc, Drumazone. J'avais dit que le seul problème que j'avais rencontré avec Drumazone, c'est que je ne pouvais pas contrôler les boutons en MIDI. En fait, un pote à moi m'a dit si, ça marche très bien. Donc, moi, c'est juste que j'ai dû utiliser une vieille version pendant très longtemps. J'ai pas dû pouvoir la contrôler. Et puis, en cherchant sur internet, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai pas cherché plus loin. Malgré les mises à jour, je me suis pas préoccupé de savoir si ça marchait ou pas, parce que j'ai pas vu l'intérêt plus que ça. Donc le délire du MIDI fonctionne. Je vais vous montrer vite fait comment ça se passe. Donc c'est très simple, il faut aller dans MIDI Learn. Là, le petit bouton se met à clignoter. On change par exemple allez, la tune def du kick. Donc là, il attend il m'indique que le paramètre est libre, donc qui n'est pas déjà assigné à quelque chose. Et il attend que je touche un contrôleur. Donc là, je touche un contrôleur et voilà, c'est fait, c'est assigné. Youpi, c'est la fête. Et donc, évidemment, je peux me servir de contrôleur continu. Je peux me servir de l'automation pour faire bouger les paramètres de Drumazone. Et c'est valable pour tous les trucs. Là, j'arrête le MIDI Learn et puis je vais vous montrer autre chose qui se trouve dans les options. Dans les options, il y a MIDI Control. On retrouve toutes les assignations qui sont là. Tiens, j'avais pas vu qu'il y a un default map. Alors, je sais pas à quoi il correspond. Il correspond à rien. Ou alors il faut aller le chercher quelque part. Bon, c'est pas mal ça aussi. On peut donc ouvrir des maps et puis sauvegarder, effacer, etc. etc. Donc voilà pour Drumazone, qui est donc tout à fait pilotable en MIDI. Sur Logic, je précise, parce que sur Cubase ça a toujours fonctionné, c'était uniquement lié à Logic qui marchait pas, hein. Enfin qui marchait pas avec le MIDI. Deuxième petit truc sur lequel je voulais revenir, c'est
C'était deux trois instruments de chez Tone 2 qui fonctionnaient pas. On avait Ray Blaster, que voilà. Ray Blaster, c'est un gros synthé analogique qui est pas mal du tout. Il est un petit peu encombrant dans les mix parce que c'est un synthé qui fait beaucoup de bruit. D'ailleurs là, il fait déjà beaucoup de bruit tout seul. J'aime beaucoup ce synthé, toujours au même menu preset, toujours les mêmes trucs, hein, arpégiator, atmosphérique, basse, drum, effect, gate, etc., etc. Mais pas mal foutu avec de très très bons sons par défaut. Ensuite, un autre qui marchait pas non plus, c'était Saurus. Saurus, c'est aussi un truc pas mal du tout. Plus sonorité à l'ancienne, moins chargé en effet, avec ouais, ça sonne plus vintage le précédent Ray Blaster. Qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter comme précédent rigolo? Ouais, c'est tout à fait le délire synthé analogique. C'est pas trop la tendance chez Tone 2. Habituellement, ils font des trucs qui sonnent un peu plus numériques avec beaucoup d'effets par-dessus. Là, c'est assez brut de décoffrage. Donc, c'est pas mal aussi dans le genre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre qui marchait pas chez Tone 2, je crois qu'il y en avait que deux qui plantaient. Ray Blaster, Saurus, les autres marchaient. Icarus Gladiator, ouais, on a fait le tour de ceux-là. Une autre petite chose sur laquelle je voulais revenir, c'est Spectrasonic. Parce qu'on en a discuté cette semaine avec un pote. Spectrasonic, il a un gros défaut. Ce synthé, quand on ouvre les projets, il a perdu les presets qu'on avait chargés. Par exemple, si je fais un morceau avec, allez, admettons, je vais utiliser ce son-là, j'ouvre 4 ou 5 instances d'Omnisphere, je relance mon projet et il y a une chance sur je ne sais pas combien qu'il n'y ait plus rien d'assigné à chacun des instances, enfin à chacune des instances, pardon, du synthé. Moi, j'ai pas trouvé de solution contre ça. J'ai regardé sur les forums, ça le fait avec toutes les versions d'Omnisphere, hein, qu'elles soient licites ou illicites, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, pour moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est simplement de noter les sons que j'utilise. Voilà, It's a Trap, Catwoman. C'est noté, comme ça, quand je recharge mon projet, même si l'instance est vide et n'a plus de son dedans, j'ai juste à aller rechercher mon truc. Le nom est marqué ici, le nom est marqué ici, et j'ai plus qu'à aller faire même une recherche là-dedans avec quelques mots-clés, et je retrouve mes sons assez rapidement, quoi. Donc voilà pour ça. On va aller faire un petit tour tout de suite avec sur les synthés qui sont à côté de moi, sur le rack. Je vais faire une petite pause dans l'enregistrement. Petit détail, c'est que maintenant j'ai une nouvelle caméra là sur ma droite là. J'ai récupéré une petite caméra de Cinoche style GoPro, là, mes versions chinoises qui coûtent que dalle, pour avoir des images de meilleure qualité, parce qu'à la base j'avais mon téléphone qui était suspendu là-haut, là dans le coin, mais mon téléphone j'en ai besoin pour faire d'autres trucs éventuellement, à répondre au téléphone par exemple. Ça peut être pratique. Donc l'avoir accroché dans un coin en train de filmer, enfin, ça m'emmerdait, puis c'était pas super. Enfin, niveau qualité, c'était pas terrible. Là maintenant, ça va me permettre de pouvoir faire du montage avec des gros plans fixes sur ma gueule et sur les écrans et tout ça. Enfin bref, un truc un peu plus sympa. Donc je fais une petite coupure sans faire de coupure vraiment, parce que je vais juste déplacer mon trépied sans que tout se barre en même temps. Et puis on va aller faire un petit tour sur le rack. Alors donc nous voilà devant le rack.
Première machine, c'est le Matrix 6R Oberheim. Donc c'est un synthé analogique dont les deux oscillateurs sont numériques, donc DCO1 et DCO2. La synthèse de ce truc est particulière parce qu'il y a une modulation FM sur le filtre qui permet par exemple, je vais vous faire une petite édition en temps réel. Hop, hop. Pour que l'AFM marche, il fallait mettre l'oscillateur en résonance. Il fallait foutre la résonance à fond la caisse. Hop, je vais y arriver. Où est-elle? Où est-elle? Ça, c'est la fréquence du filtre et la résonance. Voilà, la résonance. Donc, pas simple à utiliser pour l'édition. Je vous montrerai après, j'ai un éditeur sur le Mac. Donc voilà ma modulation FM sur le filtre. Ça permet de faire des sons assez tordus. Je m'en suis servi pendant très longtemps de l'Oberheim. Ça a été une de mes machines préférées. Ça a d'abord été un prêt. Il y a un pote à moi, Xavier, qui m'a prêté ce synthé pendant un bon moment, pendant presque une année, je pense, au tout début de ma carrière, avant même de signer chez Fnac. Et puis quand il a voulu le récupérer, j'en ai racheté un parce que je me voyais mal ne plus avoir ce truc dans mon studio. Je vais essayer de retrouver le filtre. Donc là, on est sur la résonance. On va mettre le filtre plus bas, voir que ça siffle bien. Donc pas d'enveloppe. Voilà, les deux boutons dessus, c'est une flèche, c'est une valeur à la fois, et puis deux flèches, c'est je sais plus combien, enfin ça saute de 5 en 5. Ouais. Mais ça reste quand même pas super pratique. Cette bécane était un monstre au niveau de la modulation. Quand il est sorti du rack, si vous avez la face avant du synthé, enfin le dessus là qui est là, il y a toute la liste des contrôleurs assignables. C'était juste absolument hallucinant. Ici, je crois qu'on avait 99, non, 9 seulement. Bon, ok, d'accord, j'ai un peu exagéré. On a 9 sources de modulation, mais ce qui était assez génial, c'était qu'on avait toutes les fonctions de la machine qui pouvaient être modulées par autre chose. Donc, voilà, il y avait plein de trucs. Donc, il y avait 3 enveloppes, 2 LFO, un vibrato, une rampe. Donc c'était juste une enveloppe avec une simple branche, quoi, donc une montée ou une descente. 2 rampes, le clavier, le portamento, le tracking, je sais même plus ce que c'était, le gate, la vélocité à la relâche, la pression, 2 pédales qui se branchent derrière, et puis des levels, 1, 2, 3. Donc ça faisait quand même un paquet de trucs. Et ça, tout ça, c'était les paramètres que vous pouviez modifier. Donc, vous pouvez même modifier les enveloppes avec un contrôleur. Enfin, c'était complètement hallucinant, quoi. Il y avait, moi, j'étais complètement à donf de modulation, de contrôle externe. J'ai commencé avec des synthés analogiques sur lesquels on pouvait rien faire, fallait tout faire avec les doigts. Et moi, ce que j'adorais, c'était tout piloter en MIDI. Et ce truc-là, c'était absolument génial parce que je pouvais assigner autant de trucs que je voulais et comment dire, et une plume dans mon lecteur de disquette. Non, mais je rêve, quoi. Et je pouvais donc assigner tous les contrôleurs que je voulais dessus. Donc vite fait, je vous montre un petit peu le logiciel que j'ai récupéré cette semaine pour faire marcher tout ça. Ça s'appelle MIDI-Quest. Parce que malheureusement, quand je travaillais encore sur PC, j'utilisais un truc qui s'appelait Sounddiver de chez Emagic, et comme tout le monde le sait, Emagic, non tout le monde ne le sait pas d'ailleurs, Emagic a été racheté par Apple.
Quand T-Magic existait encore, il faisait donc Logic Audio, il faisait Sounddiver qui était un éditeur bibliothécaire de synthé qui marchait qui faisait une passerelle avec Logic, c'est-à-dire que les deux pouvaient tourner en même temps et s'échanger les informations. C'est-à-dire que quand vous chargez un projet sur Logic, vous aviez comment dire, vous aviez Sounddiver qui pouvait envoyer les patchs directement liés au morceau que vous chargez. Donc Sounddiver n'existe plus, et Magic n'existe plus, donc on en trouve encore des versions, les dernières versions qui sont sorties il y a une quinzaine d'années, mais ça ne fonctionne plus sur Mac, il faut utiliser un émulateur, il faut utiliser Wine par exemple pour le lancer sur Mac, ou utiliser Windows, je sais pas si ça marche sur Windows 10, mais bon, ça à la base c'était Windows XP, donc... Mais par contre, le gros intérêt de MidiQuest, c'est qu'il recharge toutes les banques de comment ça s'appelle de Sounddiver. Donc j'ai pu récupérer la totalité de mes patchs et j'en avais une chier parce qu'à l'époque il n'y avait pas de VST, donc tout se faisait avec du comment ça s'appelle avec du MIDI. Donc ici, moi j'avais ma petite banque de sons, vous allez voir qui était quand même bien organisée, avec des commentaires pour dire tout ce que c'est comme son, des leads, des machins, des trucs. Donc tout ça, ce sont uniquement les sons du Matrix. J'avais la même chose pour le microwave que je vais vous montrer après. Donc pareil, toujours classé avec dans les commentaires qu'est-ce que c'est, qui c'est ci, qui c'est ça, qui c'est celui-là. Ici vous avez une interface qui vous permet de programmer directement les paramètres du synthé sans aller vous pencher sur le hardware. La même chose pour le Matrix. Ici vous avez donc tous les paramètres du Matrix dont je parlais tout à l'heure, les 3 enveloppes, les 2 DCO, le filtre avec la modulation FM, les 2 LFO, l'ampli, le tracking, les 2 rampes, et puis toutes les sources de modulation qui sont ici, plus je sais pas quoi, là, je pense que c'est lié à ça, hein, ces trucs-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait aussi le K2000 qui était également accessible sur ce truc-là. Bon, le K2000 aussi, c'est une grosse usine. Je vais passer un petit peu de temps dessus tout à l'heure. Donc tout ça, c'était énormément de presets. Je peux pas vous montrer enfin, je pourrais vous montrer, mais ça sert à rien. J'ai aussi les patchs du MKS50 et du Juno 106. Alors, il y a tous les patchs de Poltergeist, de tous les trucs que j'ai fait, en fait, tous les morceaux que j'ai fait, il y a tous les sons sont dessus. C'est la même chose pour le DP4 qui est en dessous, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a encore tous les presets de l'époque avec tous les effets que j'ai utilisés. Donc bref, le K2000, non pas le K2000, le Matrix. Le Matrix, qui était une bonne bécane. Bon, les sons d'usine sont un peu moisis. Moi, j'avais pour habitude d'utiliser un truc qui faisait des sons au hasard sur Sounddiver. Il y avait un bouton random. Et pire qu'un bouton random, il y a un bouton qui faisait un mixage. Il sortait une banque de 99 presets entre un son de départ et un son de destination en modulant tous les paramètres progressivement. Donc ça permettait d'avoir 99 sons à la base de 2, quoi. C'était une sorte de mariage consanguin entre 2 presets. Là, ça doit en être d'ailleurs, parce que je vois random 11, voilà, tout ça c'est du random qui a été fait sur la même base. Là, on voit bien le côté aléatoire de la création des sons, là, parce que ça fait un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà pour l'Oberheim. Je regarde un peu ce qui se passe sur la cam. Est-ce que j'ai le K2000? Ouais, j'ai le K2000. Donc K2000, ça a été mon deuxième sampler. Le premier ayant été un Ensoniq EPS 16 Plus que j'ai gardé quelques temps, qui était très limité au niveau de la mémoire. On avait une extension de mémoire à 2 mégas quelque chose dedans, avec une extension sortie séparée aussi.
Bon, c'était un gros clavier. J'avais acheté ça, je sais pas trop pourquoi. En fait, à l'époque, je voulais avoir un sampler et puis j'étais parti là-dessus parce que c'était pas excessivement cher comparé à ce que faisait Akai et Roland. Et, euh, et donc j'ai bossé pendant très très longtemps avec Lensonic. Et puis avec mon premier chèque de royalty de Fnac, je me suis payé ce K2000. Alors au début j'ai acheté un Akai, c'était le S3200, et j'ai pas du tout aimé. Je suis rentré chez moi avec ce truc qui coûtait quand même la modique somme de 25 000 balles à l'époque. Je vous dirais pas ça en euros, mais ça coûtait une blinde. Euh, et donc je rentre chez moi et j'essaye le Akai et puis je suis pas du tout satisfait des filtres. J'aime pas du tout les filtres. Ça sonne pas, la résonance c'est une sifflante numérique. Enfin je trouve ça assez pourri et c'est pas du tout ce que j'ai envie d'avoir comme son. À côté de mon SH, enfin à côté de mon MC202, de mon Monopoly, de mon Juno 106, ça sonnait pas du tout. Donc je l'ai rapporté et j'ai pris le K2000 à la place. Le K2000 à la base c'est un synthé sur lequel on ajoute une option sampler dessus qui est là. C'était une carte qui coûtait un bras. En fait, ce synthé coûtait un bras. Dans mes souvenirs, 25 000 balles. C'était 20 000 balles. Je vais vous faire une conversion quand même pour vous donner une idée de ce que coûtaient les bécanes à l'époque. Parce que les jeunes de maintenant se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir faire de la zik avec un PC Ableton Live. Le synthé à l'époque coûtait 20 000 francs. 20 000 francs divisé par 6,55. Ça, non, 20 000. Putain, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4. C'est multiplié ou divisé par 6,55. Ça fait 3000 balles, 3000 euros d'aujourd'hui. Hein. Peut-être même un peu plus parce que à l'époque on n'avait pas la même monnaie qu'aujourd'hui. Donc on est déjà à 3000 balles juste pour le synthé tout seul et la carte sampling valait 5000 balles de plus. Donc 5000 balles de plus, ça nous fait 700 euros. Donc on avait un truc à presque 4000 euros pour sampler avec pas beaucoup de mémoire. Dans mes souvenirs, il y avait, je crois, 16 gigas de mémoire et encore, je ne sais même pas ce qu'il y avait d'origine. Un lecteur de disquette, enfin une entrée optique ici, deux entrées, pas coaxiales, qu'est-ce que je dis merde, comment ça s'appelle ces prises à la con là merde, mais je sais plus, voilà, c'est Alzheimer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une entrée stéréo en jack. Donc la particularité de cette bécane, c'était la synthèse qui s'appelait la VAST, VAST. C'était Variable Architecture Synthesis Technology. C'était une synthèse assez particulière. Bon, on voit rien à l'écran en fait. Le problème des K2000 en vieillissant, c'est qu'on ne voit plus rien sur les écrans. Encore là, avec la lumière, je vois pas mal, mais dans le noir, on voit rien. Le rétroéclairage est complètement mort. C'était un peu une usine à gaz. Ça marchait avec des algorithmes. Donc vous aviez un paquet d'algorithmes. Comment ça fonctionne déjà cette merde? Je change l'algorithme ici? Non, c'est pas ça. Je sais même pas comment on change l'algorithme. Bah alors, ah voilà. On avait une série d'algorithmes qui étaient en fait des modules. Donc vous aviez un algorithme général qui en fait prenait la totalité de tous les algorithmes disponibles. C'est un peu comme de la polyphonie. Si vous utilisiez un gros algorithme, il prenait toutes les cases disponibles. Mais vous pouviez utiliser des petits algorithmes qui permettaient d'avoir, comme par exemple ici, quatre algorithmes différents. À chaque fois, il y avait des routages, donc il y avait de la série, enfin ça se goupillait en série, en parallèle, tout un tas de bordel. Et dans chaque unité de l'algorithme, c'était des fonctions, donc low pass, high pass, filtre résonant, du gain, du shaper, de la distorsion, une onde, sinusoïde, carré, machin, un truc nuche. Et donc tout ce petit bordel permettait de moduler des samples ou des échantillons qui étaient déjà intégrés dans le synthé, qui servaient de son de base. Il y avait énormément de sons avec. Et tout ça, ça permettait de faire des trucs complètement délirants. Il y avait un séquenceur 32 pistes dessus. Moi, je m'en servais pour les lives, donc je faisais mes séquences sur Cubase et je transférais tout dedans.
et je jouais les séquences directement du K2000. Donc il y a un modulateur, il y a des effets dessus, il y a 1, 2, A, B, C, D, il y a 4 x 2, 8, 9, 10, il y a 10 sorties séparées, donc 2 sorties pour le mix général avec les effets, et 8 sorties séparées dry. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? La possibilité de mettre un disque dur SCSI en interne, possibilité d'extension de mémoire jusqu'à 64 Go. Là, celui-ci, il est au maximum, il a 64 Go de mémoire. Ça coûtait une blinde la mémoire. J'avais acheté ça longtemps après, parce que quand ces mémoires-là ont disparu du marché, on les a trouvées relativement facilement pour pas trop cher. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur cette bécane qui était vraiment bien? La modulation. La modulation, c'était complètement hallucinant. Il y avait, je vais essayer d'aller sur la page de modulation. Ta 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 ta. Ouais, je sais même pas où c'est. Bon, je peux vous montrer ça sur l'écran, ce sera plus simple. L'écran de l'ordi. Voilà. Par exemple, si je charge un programme, genre une trompette de merde. Voilà, donc ici on se retrouve avec des layers. Donc il y avait la possibilité d'empiler, je sais plus combien de layers exactement, 32 layers, ok, voilà, tout va bien. Voilà, il y a une petite étoile. Je pense que la base en fait c'était 32 layers, c'était quand on faisait un programme de drum. C'était assez particulier, c'était des programmes particuliers les drums. Je ne vais pas revenir dessus parce que je me souviens même plus ce que c'était. Mais on pouvait assigner sur chaque touche un keymap différent avec un son différent. Alors que en principe, les patchs se faisaient, je sais plus à combien on était limité en layer. On pouvait empiler un paquet de trucs. Chaque layer c'était un keymap avec un son. Et chacun de ces sons avait comment ça s'appelle, avait des paramètres bien spécifiques. Donc les enveloppes, elles étaient assez balèzes. C'était pas de la DSR, il y avait 3 attaques, un decay et 3 releases. Possibilité de faire des boucles sur les segments de l'enveloppe. C'était incompréhensible. Il y avait énormément de choses. Il y avait des contrôleurs à plus savoir qu'en faire. Il y avait 255 sources de contrôle. Tout était utilisable. Il y avait des contrôleurs en positif, en négatif. Combien il y avait de LFO sur ce bordel? Il y avait 2 LFO, 2 enveloppes, des trucs qui s'appelaient Fun, qui étaient des contrôleurs dont on avait, il y avait 2 entrées et puis une fonction mathématique. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran, il y a la fonction A plus B, ou A moins B, ou A plus B divisé par 2, A divisé par 2 plus B, etc. etc. C'était complètement hallucinant. Je sais pas si cette bécane est toujours plébiscitée, mais je pense que c'est quand même un super synthé. Ça se trouve d'occasion pour que dalle. Aujourd'hui, ça vaut 250 €. Et ça a quand même un super son. Que dire d'autre du KK2000? Moi, je m'en suis beaucoup servi comme sampler, comme synthé. C'était le cœur de mes lives. Je me trimballais avec une table de mixage, un K2000, mon DP4 pour les effets. Et puis généralement c'est tout. Je n'utilisais que ça. Une TB303 pour faire du direct et des trucs comme ça, mais le reste tout était vraiment dans le sampler, quoi. Donc voilà pour le K2000. Je vais vous faire écouter quand même quelques sons du K2000. Donc des petits sons du K2000. Qu'est-ce qu'il y avait de rigolo là-dedans? Je sais pas s'il y a des sons à moi là, qui pourraient ressortir. Accordéon, ok, tout va bien. Ah oui, si Alien Factory par exemple, ça serait sympa que tu arrêtes de me remettre la fenêtre à la taille d'avant. Ça avait des trucs comme ça qui pouvaient durer des heures. J'avais fait un morceau comme ça qui s'appelait Hiroshima, qui était fait c'était 4
4 ou 5 sons du K2000. Bon, il y avait des percus, bien évidemment, il y avait du kick et tout ça qui venait du Nord Modular, je crois. Je me souviens pas très bien, non, parce que non, j'avais pas le Nord Modular à l'époque. Donc c'était que du K2000, Hiroshima. Il y avait ces sons là, il y avait je me souviens, il y avait 4 pistes. C'était des notes maintenues sur toute la longueur du morceau. Le mec, c'est déjà pas une grosse feignasse, quoi. Et, euh, et puis un son asiatique là, qui faisait la mélodie de base, mais sinon tout le reste c'était vraiment ça quoi. Ah, c'était un peu des trucs dans ce genre là quoi. Ah, ça c'en est un ça. Voilà. Ça avec des enveloppes de volume, avec du mixage, avec des trucs qui se croisaient et tout, et c'était Hiroshima. Voilà, magique. Donc plein de sons, plein de sons. J'essaie de regarder un peu si je revois des noms là qui me parlent. Est-ce qu'on peut éditer les trucs en même temps? Alors voilà ce dont je parlais tout à l'heure qu'on voyait pas à l'écran là. Là ça va être plus simple pour vous les expliquer là. Les algorithmes. Chaque algorithme, donc le premier algorithme était ici là cette première case c'est le pitch. Le pitch c'était ces valeurs qui étaient ici. C'était le pitch en fait du keymap. Le keymap c'était la répartition d'un son, d'une onde sur la totalité du clavier. Donc un keymap pouvait faire une seule note. Où est-ce qu'ils sont les keymaps? On les voit quelque part là, voilà, keymap. Ici keymap ça pouvait être je sais pas, des ondes internes ou des samples. Donc il y avait la transposition du truc et ça s'arrêtait là. Hein. Il n'y avait pas 36 000 fonctions. Ça définissait, ça définissait qu'est-ce qui sortait quand on appuyait sur une touche. Donc où est-ce qu'il est le truc? Le layer. Voilà. Chaque layer, il y avait la note la plus haute, la note la plus basse. Donc en fait la portée sur le clavier. Donc on pouvait avoir un layer qui fait un octave, un deuxième layer qui est un octave au-dessous, etc., etc. On pouvait vraiment découper le clavier en couches séparées. Chaque layer avait un keymap différent. Euh, donc le pitch était ici dans cette première case sur l'algorithme. Ici vous aviez un... Comment ça s'appelle? Ils sont marqués là. Vous aviez le cœur de l'algorithme, on va dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait changer ça? Non, on ne pouvait pas changer. Le cœur, donc c'était High Frequency Simulator, Parametric EQ, 4-pole iRace, enfin high pass. C'était les filtres. C'était les filtres qui prenaient toutes les unités de l'algorithme. Et quand vous changiez d'algo, par exemple en passant sur le 2, vous aviez d'un seul coup une zone comme ça avec uniquement 2 cases ici qui sont groupées. Et puis un troisième élément là, qui permettait de faire autre chose. Donc là vous aviez un filtre, par exemple un low pass 2 pôles. Et puis vous aviez un panner donc, qui permettait de jouer sur la panoramique du truc. À chaque fois vous aviez les paramètres en dessous. Donc là j'édite le F1, donc c'est celui-ci le F1. Là j'édite les paramètres du F2 non, puisqu'ils sont... il est là le F2 aussi. C'est un low pass. Alors sur le low pass, il y a quoi? Il y a le F1, c'était la fréquence. Et sur le F2, je sais plus. Je crois que ça apparaît pas comme ça sur l'écran de la bécane. J'ai déjà eu ce souci quand j'ai voulu jouer avec l'autre jour. Je me suis dit, mais où sont les fréquences? Parce que normalement, sur un filtre du K2000, il vous affiche pas ça en notes. Là, il vous affiche ça en fréquence, en Hertz. Ce qui paraît plus logique. Pareil pour le panner ici, bon bah voilà, là c'est pareil, le panner il a des drôles de paramètres chelous. J'ai pas l'impression qu'ils mettent à jour l'algorithme quand on change. Je regarde là-bas là.
Ouais, donc je disais sur l'écran de l'ordi, là, on voit pas les paramètres tels qu'ils sont affichés sur la bécane. Là, par exemple, là, il y a marqué F1 Core C3, mais c'est pas bon du tout. Sur l'écran, là, je sais pas si on voit quelque chose. Je vais essayer de cacher les merdes là qu'il y a. Normalement, c'est la fréquence qui est affichée. Voilà, par exemple, on est en Hertz là-dessus. Si je fais Exit, non, je ne veux pas m'exciter. Je reviens sur l'algorithme. Si je veux éditer le low pass ici, je fais Edit. Et j'ai aussi. Là, c'est en pourcent par contre. Voilà, à chaque fois, ça change. Et c'était quand même assez complexe cette bécane. On s'y perd assez facilement. Bref, enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le KK 2000? Pas grand chose de plus. Je crois que j'ai fait le tour de ce truc là. Les algos, les machins, les trucs. Ouais, bon, ok. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le rack? Voyons voir. On va descendre un petit peu le bordel. Donc sous le K2000, on a le DP4. Le DP4, ça a été mon premier multi-effet. Donc ça, c'est un multi-effet assez mythique qui a été beaucoup utilisé après Daft Punk parce que Daft Punk ils utilisaient le DP4. Mais bon, avant que Daft Punk utilise le DP4, il y avait aussi Lunatic Asylum qui utilisait le DP4. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il y a eu deux versions, il y a eu le DP4 et DP4+. Le DP4+ soufflait beaucoup moins que le DP4 dans mes souvenirs. Je sais plus trop les différences entre les deux, quoi, mais surtout, je pense que c'est surtout le souffle qui était problématique sur le premier, qui a été beaucoup réduit sur le deuxième. Donc ces 4 modules, ça c'était vachement intéressant parce que pour le prix de l'époque, c'était, je crois que c'était 14 000 balles à l'époque. C'était quand même relativement cher, ou 9 000 balles, je crois plutôt 9 000 balles. C'était 4 modules, 4 processeurs d'effets en un seul. Et ils étaient utilisables en parallèle. Donc il y avait 4 effets différents où vous avez la possibilité d'avoir un seul effet avec les 4 qui rentrent les uns dans les autres. Donc vous avez des compositions comme ça qui permettaient de faire 2 effets de 2 unités, 2 effets tout seul avec un troisième effet de 2 unités. Donc il y avait 4 entrées, 4 sorties. Énormément de trucs, de paramètres avec 2 modulateurs, 2 trucs pour faire de la modulation en MIDI. C'était une bécane assez sympa. Je sais pas s'il y a. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve dedans on retrouve les presets. Alors ça c'était Suicide Contest, il y avait une disto, 2 reverb, un délai, Boomstick, un délai, 3 reverb, Fouet, je sais plus, c'était un nom bidon en fait, je sais plus si le morceau, comment c'est appelé le morceau après. GS2 c'était Ghost Story 2, donc la reverb de You Must Die qui est là-dedans. I Kill Babies, ça je sais plus. Alone in the Dark, Space Madness, Late at Night, Time Walker, ça c'était sur comment ça s'appelle, sur le Digital Caméléon, People Want Paradise, Trip, je sais pas ce que c'est, War Dancer avec Manga Corps, Hunting, en fait c'est le premier nom de The Hunter, ça s'appelait Hunting au début, donc c'est resté comme ça. Là c'était un effet pour tout, c'était disto plus modulation, plus simulation d'ampli, de speaker, plus délai, chorus, gros bordel quoi. Jungle Nightmare, bref, je sais même pas ce que c'est. Torsion, c'était Renegade Legion sur Dance Ecstasy. Poltergeist, donc il y avait une reverb et puis un gros chorus reverb. D'ailleurs l'autre jour j'ai rigolé avec, je me suis amusé avec le comment ça s'appelle. Je vais vous faire une petite démo, c'est rigolo. J'ai joué avec ce plugin là qui reprend qui simule le MKS50, l'Alpha Juno. Là c'était Redominator. Je vais le recharger là. Alors dans mes souvenirs, en fait, c'était très con le son de Poltergeist. C'était une merde comme ça.
Ah, voilà, c'est tout con, hein. C'était juste un, comment ça s'appelle, une dent de scie dans ce chorus monstrueux, dans cette réverb monstrueuse là. Voilà, en gros, le son de Poltergeist, c'était un peu une grosse daube. C'était une- c'était un, comment ça s'appelle, une dent de scie avec grosso merdo la fréquence à fond, et puis et surtout un gros chorus délai. Donc si j'édite le chorus, on va rigoler un coup. Le chorus, voilà, la vitesse du chorus était à 99, donc le maximum. L'amplitude du chorus était au maximum aussi à 99. Le stéréo spread à 99. En fait, tout était à 99. Le gros bordel. Et puis l'autre c'était une reverb qui était aussi relativement pas mal, pas mal balèze avec 2,89 secondes de release, enfin de decay, pardon. Donc voilà le son de Poltergeist. Ouais, je sais, j'ai honte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, Torsion, encore The Hunting, machin, Poltergeist. Il y en a plusieurs des Poltergeist. Manga Corp 2, alors ça devait être, je sais plus. Il y a 3 morceaux sur le truc. Il y avait War Dancer, The Hunter, et puis un autre, je sais plus. Euh... Ah oui, First Wave. Voilà, effectivement. Donc, Digital Cow, je sais même pas ce que c'était. Enfin, plein de trucs. Kiss My Ass. Meltdown Remix, Croûte, hein. Enfin bref, il y a plein de merde là-dedans, quoi. Donc un petit multi-effet, tiens, Alien Syndrome aussi, Dinosaur, ça c'était Last Dinosaur. Bref, il y a encore tous les presets là-dedans, c'est marrant de retomber là-dessus. Donc on va continuer avec le dernier synthé du rack. Alors celui-ci c'est un peu particulier parce que c'est Waldorf qui a sorti ça. Waldorf, c'était une boîte qui faisait les PPG, PPG ou F2 dans les années 80. C'est des gros synthés à base de table d'onde. C'était une synthèse assez particulière que je ne vais pas rentrer dans les détails de cette synthèse parce que je ne la connais pas bien non plus. Euh, mais donc ils sont passés, la boîte a disparu puis a fait une réapparition. Ils ont sorti un gros synthé qui s'appelait le Wave. Le Wave coûtait une blinde, c'était le synthé le plus cher à l'époque. C'était un truc monstrueux avec des flancs en bois. En fait, c'était dans le début des années 90, il y a eu une espèce de relance de la synthèse analogique. Les mecs se sont rendus compte que tous les synthés des années 80, c'était des tueries, quoi. Et puis donc Waldorf s'est dit, tiens, si on sortait une bécane comme à l'époque, avec des filtres analo, machin, truc nul, sauf que ça coûtait, mais ça coûtait une blinde. Ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même dans les années 80, les synthés coûtaient aussi une blinde. Le moindre mini-moog, le moindre truc coûtait une fortune, bien plus que dans les années 90. Donc bref, ils sortent ce Wave, qu'ils ont décliné ensuite en Microwave, qui était un rack 2 ou 3 unités, je crois que c'était 2 unités, que je connais pas bien. Et puis ils ont sorti quelques années plus tard, donc moi j'ai acheté en 2000, 2001, un truc comme ça. Ils ont sorti le Microwave XT. Qu'est-ce que ça rajoutait par rapport au Microwave? Bah, ça rajoutait surtout toute cette interface avec tous ces boutons là, qui sont pleins de poussière. Euh, donc c'était hyper pratique pour programmer les sons dès qu'on rentrait un peu dans la bécane. Il y avait tout était accessible, la cutoff, la résonance, les enveloppes, les trucs. Enfin, il y a quasiment tous les paramètres sont accessibles directement depuis le panneau. C'est-à-dire on peut programmer les sons directement comme si on avait une bécane analogique. Donc je vais le faire tourner un petit peu là, et puis on va faire mumuse avec. Ah oui, alors donc celui-ci là, il est, si vous avez déjà vu un Microwave XT, vous avez probablement déjà vu le orange. Voilà, le orange qui est là à l'écran. Ça, c'est le microwave d'origine. Microwave XT d'origine, pardon.
Et le noir, là, c'était une série limitée qui était tirée en 666 exemplaires et qui était juste d'une couleur différente. Voilà, c'est tout quoi. Donc le Waldorf en noir, en plus 666 exemplaires, c'est marrant quoi. Bref. Donc je vais vous faire écouter 2-3 sons de ce truc là. Donc ça marche avec des tables d'ondes, là il y a marqué, je sais pas si on voit Wavetable. Donc il y a deux ondes qui correspondent à deux oscillateurs, hein, grosso merdo. Avec filtre, résonance, je vais couper tout ça là. Je vais juste laisser la Wave 1 tourner. Donc avec le bouton Start Wave, en fait, vous modulez le point de départ de l'onde. Et ensuite, sur la fin du truc, on arrive à des ondes de merde, quoi. Genre triangle, carré et puis dents de scie. Mais de 60 à 0, en fait, ça module le point de départ de l'onde et l'onde que vous sélectionnez sur la Wavetable ici. Là. Donc là, ici, je suis sur une onde résonante, mais si je vais par exemple sur voilà, j'ai jamais les mêmes ondes. Et donc cette table d'onde qui est commune aux deux oscillateurs, on peut les mélanger avec des points de départ qui sont différents. On peut ajouter de l'enveloppe. L'enveloppe va permettre au point de départ de l'onde d'être modulé. Alors les enveloppes des deux ondes, elles sont assez balèzes. On les voit ici, là, il y a Wave 1.4 et 5.8. C'est des enveloppes à 8 branches, enfin 8 niveaux. Chaque fois, il y a le temps pour passer à la valeur de celui-ci, et puis le temps pour passer à la valeur de l'autre. Donc il y a 8 étapes sur les deux enveloppes. Ça permet de faire, par exemple, celle-là, je vais le mettre à 0. Voilà. Je fais un peu n'importe nawak. Et donc bien évidemment l'enveloppe peut être négative, positive, il y a un bouton pour synchroniser les deux ondes, il y a de la modulation qu'on appelle en anneau, ring modulation, je sais pas exactement le procédé, ça défonce bien le son en tout cas. Un peu de noise aussi, générateur de bruit, pardon. Putain, j'ai du mal à trouver les mots. Donc ici il y avait le filtre, avec le type de filtre, il y avait du low pass en 24 dB, du low pass en 12 dB, du band pass en 24 dB, du band pass en 12, du high pass en 12, sinusoïde LP, je sais pas trop ce que c'était, mais... Un wave shaper aussi, pas mal.
dual band aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un filtre FM. Qu'est-ce qu'il a d'autre encore? Bon, il y a plein de trucs dans le filtre, là, voilà. Il y a un paquet de trucs assez sympa. Moi, j'aime bien ce synthé. J'avais pas trop joué avec, en fait. Ça a vraiment été un caprice de gamin quand je l'ai récupéré. Et puis, j'ai pas joué avec jusqu'à la semaine dernière, où quand j'ai remonté ce rack là de mon dressing, tout ça, ça pourrissait dans une pièce de la maison, dans la poussière. Et puis, j'ai commencé à jouer avec. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis je me suis aperçu que c'était assez rigolo comme bécane. Le fait d'avoir tous les paramètres comme ça accessibles, c'est assez ludique. Ici, on a donc l'écran est assez bien foutu parce qu'à chaque fois qu'on touche un paramètre, la valeur qu'on est en train de modifier apparaît avec il y a un délai dessus pour la faire disparaître. Il est ici, là, il y a un display timeout de 60, je crois que enfin, je sais pas quelle unité c'est, mais bon, ça permet chaque fois qu'on touche un bouton, il apparaît à l'écran, on le lâche, au bout d'un certain temps, il disparaît. Donc on voit toujours ce qu'on est en train de faire, même si on est sur une page qui n'a rien à voir. On a toujours les yeux sur ce qu'on est en train de tripoter. Et puis ici, il y a les boutons pour accéder à toutes les fonctions. Donc là, vous êtes sur le premier oscillateur, donc on voit l'octave sur lequel on est, le semitone, le détune, le keytrack. Là, on a l'oscillateur numéro 2. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on touche un truc, voilà, par exemple octave, là, je sais que je change l'octave du deuxième oscillateur. Et on remarquera aussi qu'il n'affiche pas le raccourci quand on est sur la fonction. Quand on est sur la fonction du bouton, il ne la raffiche pas en double, il la laisse telle quelle. Donc voilà, le détune qui est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, c'était voilà, les waves. Donc ici, ici ces 4 boutons-là permettent de modifier les paramètres qui sont là. Donc ça fait un double emploi avec, par exemple, le Start Wave qui est là. Si je touche le Start Wave, je peux modifier avec ce bouton-là en direct, mais je peux aussi le modifier avec le bouton qui est au-dessus. Ça permet d'avoir accès à plein de trucs en même temps. C'est vraiment bien foutu. Il a bien été pensé, ce synthé. Donc voilà les wavetables qu'on a. Il y a plein de trucs, il y a des cloches, il y a des trucs, énormément de trucs différents. Je vais revenir à un filtre un peu normal. Il y a la phase aussi, le truc. Il y a plein de délires comme ça. Je sais même pas ce que c'est que la phase du truc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette bécane? 2 LFO avec donc ça c'est onde sinusoïde, triangle, carré, dents de scie, random, sample and hold. Me demandez plus ce que c'est, je me souviens plus. Sample and hold, c'était une espèce de truc aléatoire. Un peu chelou. Enfin, si j'avais le graphique sous les yeux, je pourrais vous montrer le truc. C'est pas vraiment du random, mais c'est une courbe qui monte, qui descend avec des paliers comme du carré, quoi. Bref. Ensuite, il y a une modulation là. Je sais pas ce que c'est exactement. Il y a deux sources de modulation qui sont là. Le glide qui permet de changer la vitesse entre chaque note. Qui est actif ou pas actif. Alors là. Ah ouais, justement, je dois avoir un LFO. Voilà, ça c'est du sample and hold.
SNH, c'est le truc qui monte, qui descend de manière un petit peu n'importe comment, quoi. Ah bah ça c'est la modulation justement, c'est le dosage du LFO 1 et le dosage du LFO 2 ou de la source de modulation, parce que dans mes souvenirs la modulation c'était que je dise pas de conneries. Où est-ce qu'elle est la modulation? Ta 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 ta, c'est pas ça. C'est pas ça. Modifieur, voilà. Donc là on est sur l'enveloppe de volume, les enveloppes des ondes. Free, je sais plus ce que c'est, une enveloppe free, ouais, il y avait une enveloppe en plus là qui servait à je sais pas quoi. Et ça c'était les LFO. Voilà, il y avait toutes les modulations qui étaient là, donc la source c'était le LFO par exemple, ou tout un tas de trucs, la source 2, parce qu'on pouvait avoir un LFO modulé avec un autre truc avant d'aller attaquer un paramètre, avec encore des valeurs comme on avait dans le K2000, des trucs, des opérations arithmétiques, mathématiques qui permettent de modifier les paramètres. Voilà, assez balèze. Donc là on avait les sources de contrôle. Alors qu'est-ce que ça contrôle? Voilà, tous les paramètres contrôlables sont ici, les destinations, l'amplitude de la modulation, et puis bon, la source bien sûr. Je vois qu'il y a un marqué ici, alors est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une seule source de modulation. Ouais, écoutez, ok. Il semblait qu'il y avait plus de trucs que ça. Il faudra regarder sur le... Regardez sur le... Comment ça s'appelle sur le... Oui, c'est ça, il y a vachement plus de modulation que ça. J'ai pas rêvé, quoi. Là, je regarde sur le truc de l'écran, là. On voit toute l'architecture du synthé avec ses enveloppes. Là, on voit que des sources de modulation, il y en a un paquet aussi. Là, il y a plein de trucs. Il y a 16 sources de modulation ici, et puis ici, je sais pas ce que c'est, il y a d'autres trucs. Alors, un arpégiateur aussi. Enfin, voilà, en gros, quoi. En gros, c'était pas mal. À savoir qu'il y a aussi une entrée audio dessus qui permet de faire rentrer n'importe quoi dans le filtre, et donc moduler traiter une source externe. Il y a un multi-effet aussi dedans. Multi-effet, où est-ce qu'il est? Effet, voilà. Alors l'effet, c'était pas grand-chose. C'était chorus, flanger, wah-wah, overdrive, donc disto, délai, et délai, voilà. Il n'y a pas de reverb, c'est uniquement du délai, du chorus, enfin c'est que des trucs de décalage de son, il n'y a pas de processeur de reverb dedans. Grosso modo, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, voilà, ça c'était les réglages des trucs. Alors il existe en deux versions, il existe en 10 voix, celui-ci c'est un 10 voix, puis il y a une extension pour avoir 30 voix dedans. Moi franchement, j'en avais rien à foutre, quoi. 10 voix ça suffit largement. Là c'est les contrôleurs, donc ça W, ça doit être la wheels, X, Y, Z, enfin bon, il y a 4 trucs, 4 contrôleurs externes. Le gain pour l'entrée avec le volume principal, le tuning, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis voilà, c'est tout, quoi. En gros, voilà. Donc en dessous, j'ai mon patch Behringer qui me servait à l'époque pour patcher toutes les sources dans la table de mixage. Bon, la table de mixage, je l'ai pas bazardée, elle est dans la pièce en bas, mais je m'en sers plus parce que déjà j'ai pas la place, elle est trop grosse. Et puis, je me servais plus vraiment de ces bécanes. Moi, je fais tout avec des plugins depuis bien une quinzaine d'années maintenant. Et, donc, la table, la D8B, la Mackie Digital 8 Bus, c'était une grosse table monstrueuse avec un écran externe, avec un clavier, une souris. C'était 24 entrées,
extensible avec des cartes. Ça finissait, c'était une 52 voix la table de mixage. Enfin bref, c'était une grosse usine à gaz mais qui tombait tout le temps en panne. Que j'ai fait réparer une fois et puis après j'ai vu sur les forums qu'en fait c'était pas du tout Pour vous dire que les mecs c'est quand même des... Moi je peux pas blairer on va dire entre guillemets les artisans. Je trouve que tous les gens c'est vraiment des arnaqueurs parce qu'ils profitent du fait que vous connaissez pas les choses que vous faites réparer. Enfin ils prennent les gens pour des cons en gros quoi. Les mecs, je leur ramène une table de mixage, c'était à Nogent-sur-Marne, un truc dans le genre. C'était censé être le réparateur agréé de Mackie. Donc on leur ramène une table de mixage qui déconne. Donc la panne, c'était, ça faisait des coupures, ça perdait l'horloge numérique, donc ça perdait les entrées, il n'y avait plus de son qui rentrait dans la table. Fallait l'éteindre, fallait la rallumer, et puis ça replantait 10 minutes plus tard, une demi-heure, une heure, enfin bref, c'était assez aléatoire. Donc j'amène ma table en réparation, les mecs me changent la carte, pas la carte mère, mais ils me changent une carte dedans qui valait 6000 balles. Une réparation qui n'est pas sous garantie, bien évidemment. Et puis, moins de 6 mois après, ma table retombe en rade. Et là, je regarde sur internet et je m'aperçois qu'en fait, c'est pas du tout cette putain de carte qui m'ont changé, c'est simplement les nappes. Toutes les nappes en interne qui sont foireuses. Parce que Mackie a voulu faire des économies certainement sur le produit. Et donc les nappes, elles ont, avec la différence de température, la chaleur, les nappes se dilatent et il y a des faux contacts à l'intérieur de la table de mixage. Donc ça a fini que cette table était constamment ouverte. Et à chaque fois que ça déconnait, je l'éteignais, je la soulevais, je poussais toutes les nappes au fond des connecteurs, je rabaissais la table, je rallumais, ça remarchait le temps que ça marche, et puis ça recommençait à planter. Bref, au bout d'un moment, ça m'a carrément gonflé, au point que la table me servait plus que de monitoring stéréo. Je faisais juste rentrer la sortie stéréo optique de mon PC, de la carte son de mon PC dedans, et je me servais plus du tout des trucs externes, quoi. Donc voilà pour la petite histoire, pourquoi j'ai abandonné un peu tout ce matos là qui est resté en bas à prendre la poussière. Qu'est-ce qu'on a donc? Donc le patch maintenant, il est au lieu de rentrer dans une table de mixage, ça rentre directement dans la carte son. Là, j'ai une vieille Motu 828 MK2 que j'ai acheté d'occasion il y a quelques années quand je suis passé sur Mac, ça valait 250 balles. Et donc j'ai toutes mes machines qui sont là, qui sont câblées derrière. Et quand je veux, par exemple, quand je veux utiliser le son du K2000, bah là par exemple, là j'ai le Matrix qui est patché sur la piste 17 du patch. En fait, ça correspond à l'entrée numéro 3 de ma carte son. Là, c'est l'entrée 4 avec le 18, 19. Donc voilà, je peux faire ma petite cuisine. Là, j'ai mais tout ça, c'est le K2000, le Matrix, le Microwave. Et puis il y a deux, trois autres conneries, le DP4 aussi qui est patché. Là ici j'ai mon tractor là qui rentre là-dedans. Enfin bref, voilà quoi. Et en dessous, je sais pas si je le vois. Non, on le voit pas, il est pas. Je vais descendre un petit peu vite fait, puis après je vais arrêter parce que je sais pas combien de temps j'en suis là. Mais c'est une vidéo qui avait duré 3 plombs. En dessous là j'ai une vieille interface MIDI de chez Magix, c'est la MT8. C'était 8 entrées, 8 sorties MIDI, ça permettait de patcher directement les bécanes en ce qu'on appelle en hand check, en poignée de main. Ça permet, quand on a des éditeurs bibliothécaires de sons, d'envoyer les sons, les 6x par exemple, que dans la machine qui a besoin de recevoir son truc. Donc en l'occurrence, ce que j'ai en haut, là, l'entrée sortie 1 de cette interface est connectée au Matrix, en 2 j'ai mon K2000, en 3 j'ai mon Microwave, et voilà, donc ils se marchent pas dessus les uns les autres, ils reçoivent leur 6x, chacun sur leur canal, et tout se passe bien. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Ça a été un petit peu laborieux. J'ai eu pas mal de cafouillage. En plus, je fais plus de direct maintenant parce que la caméra que j'ai achetée, là, elle permet pas de le faire. Je pensais pouvoir m'en sortir avec le Wi-Fi de cette caméra, mais en fait, il y a tellement de délai que c'est pas utilisable en direct. Enfin, avec OBS, là, le truc que j'utilise pour faire le montage et le stream, c'est juste pas possible. Donc je monte tout ça sur Final Cut et puis j'upload, et puis de toute façon c'est pareil quoi. Moi ça me permet de faire des coupes dans les conneries que j'ai fait. Surtout tout à l'heure il y a eu plein de cafouillages avec les synthés qui marchaient pas et tout ça. Donc je vous ai épargné toutes les merdes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah rien, tout va bien, dans le meilleur des mondes.
Merci d'avoir été présent. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous l'avez regardé, bien évidemment. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce qu'il n'y a personne qui dit rien, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde déjà, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires non plus. Si vous avez des questions sur des trucs, si vous voulez savoir, je sais pas, moi j'en sais rien, qu'est-ce que je mets comme caleçon, bref, peu importe, on s'en bat les couilles. Vous pouvez demander un peu tout et n'importe quoi, si vous avez des questions particulières sur des plugins, sur l'histoire de Lunatic Asylum, j'en sais rien, peu importe, on s'en branle. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez me contacter sur Facebook, sur ma page Dr Macabre, sur ma page Lunatic Asylum. Vous pouvez me contacter sur Twitch par le chat. Vous pouvez me contacter sur YouTube, sur les deux chaînes YouTube. Il y a Headshot qui est mon label pour Lunatic Asylum et Haunted House qui est mon label pour Dr Macabre. Même si c'est des projets, même si Dr Macabre c'est un projet que j'ai abandonné, vous pouvez toujours venir me poser des questions, hein. Ça mange pas de pain. Et puis voilà, putain, il est déjà 4 heures. Ça m'a pris un temps fou à faire cette vidéo, vous imaginez même pas, j'ai même pas bouffé ni rien, quoi. Bref, merci à tous. Et puis rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo de je sais pas quoi. Voilà. À plus dans le bus. Ça s'éteint.